Bonjour à tous. Merci, Étienne pour cette introduction. Mathieu, pardon. Bienvenue à cette première table ronde donc de la matinée. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y a des problèmes, techniques, surtout n'hésitez pas à le dire, dans, le chat. Donc, cette table ronde dédiée au sujet du risque cyber des fournisseurs. Comment en faire, une priorité au sein, de votre entreprise? Donc, comme, Mathieu m'a présenté tout à l'heure. Je suis Leslie Fornero, l'animatrice du podcast Le Monde de la Cyber et je suis accompagnée aujourd'hui de deux experts. Je vous présente Odile Dutil, donc directrice cybersécurité chez le groupe Caisse des dépôts et présidente du CLUSIF depuis peu. Bonjour Odile. Bonjour Leslie, bonjour à tous. Bravo encore pour cette nomination. Et à tes côtés, j'accueille Jérémy Couture, CISO Loterie à la Française des Jeux. Bonjour Jérémy. Bonjour Leslie, bonjour Alors, Odile. merci à vous deux d'avoir accepté donc de partager votre expérience aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment convaincre les équipes dirigeantes de prendre au sérieux le risque lié aux fournisseurs et surtout comment transformer ce sujet en priorité stratégique pour l'entreprise. Mais pour commencer, je vous propose de faire un petit sondage auprès de notre audience pour prendre un petit peu la température. Vous êtes actuellement nombreux à être connectés. Merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc ce sondage, c'est très simple. Vous allez voir la question apparaître dans le chat. Hop, c'est parti. Donc normalement, elle apparaît dans le chat. Qui d'entre vous a déjà été impacté par une cyberattaque d'un fournisseur? Vous pouvez répondre directement dans le chat, comme ça, on voit les statistiques s'afficher. Je ne sais pas si on le voit. C'est peut-être dans mon Q&A. Moi, je ne le vois pas de mon côté. Ah, si, ça y est, je le vois. 47% oui pour l'instant. 53% non. Est-ce que vous voyez les résultats s'afficher, Jérémy, Odile? À Non, droite, je ne sais pas où trouver. dans Pulse. En dessous du chat. Hop, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre et puis je vous donnerai les résultats en live, comme ça vous pourrez les commenter. Je pense qu'on est bon là. Donc la question c'était: avez-vous déjà été impacté par une cyberattaque d'un fournisseur? On a 45% oui et 55% non. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jérémy, Odile? Est-ce qu'on sait d'ailleurs à peu près la part que représente ce type de cyberattaque aujourd'hui, ces cyberattaques qu'on appelle par supply chain? Ce qui est vachement intéressant, c'est le chiffre des 45%, puisque dans les petites analyses que j'ai fait, c'est 47% en France des entreprises qui ont été impactées. Donc ça veut dire qu'on a un panel qui est hyper représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est quand même cool. Après, ça dépend aussi de qui on est et jusqu'où on va. Typiquement, alors c'est des données qui remontent du mois de mai, mais 98 des 100 plus grandes entreprises françaises ont été impactées par une violation chez un de leurs fournisseurs tiers. Et si on descend au niveau 4, donc là, en termes de profondeur de fournisseurs, hein, donc les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs, là c'est 100%. Donc ça veut dire qu'on a quand même un effet qui est assez impressionnant. C'est pas si simple en France d'avoir des chiffres concrets en volume. On a un vrai sujet là-dessus. Ce qu'on constate par contre, c'est que le panorama de la menace a énormément évolué. Au travers de ce panorama de la menace, on a l'exploitation de vulnérabilités. Je pense notamment à celle qui a fait beaucoup de ravages cet été autour de SharePoint, qui fait que finalement, on a des exploitations chez des tiers qui vont concerner des données finales des grandes entreprises et donc des clients de ces tiers-là. Donc voilà, juste en termes de volumétrie, ce qu'on peut dire en tout cas. Odile, est-ce que vous voulez compléter? Qu'est-ce que Alors ça vous inspire ce résultat? alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jérémy. En fait, les attaques par latéralisation ou, via le vecteur des fournisseurs, donc la supply chain, ça représente à peu près aujourd'hui 2/3 des cyberattaques sur ce qu'on voit et effectivement, on a tous été, impactés, par, une attaque de fournisseur, voire du fournisseur d'un fournisseur de fournisseur. Nous, ça a été le cas, hein, aussi. Dans le monde bancaire, on a eu la crise Harvest, hein, qui a été, effectivement pour nous, c'était un fournisseur de fournisseurs, mais on a quand même
eu un impact, c'est-à-dire, soit une petite fuite de données, soit, l'obligation de couper les flux. Donc effectivement, tout ce qui est latéralisation par la supply chain, c'est pour le CISO aujourd'hui, un sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, en fait, les autorités s'y sont pas trompées, hein, puisque l'exercice rempart, de l'ANSSI, portait sur cette thématique-là. Et moi qui travaille dans le milieu bancaire, hein, parce que basiquement la Caisse des dépôts, c'est une banque, l'exercice du groupe de place Robustesse, donc c'est en fait un groupe de place, bancaire, animé par, le régulateur qui est la CPR, donc la Banque de France. C'était également, la thématique qui avait été retenue. Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui le sujet de préoccupation. Et si on regarde aussi, la partie, réglementation, le milieu bancaire est soumis à la réglementation DORA, qui concerne ce qu'on appelle la résilience opérationnelle. Et le risque de fournisseur, donc le TPRM, hein, le Third Party Risk Management, est tout à fait, au cœur finalement du sujet de la réglementation de DORA. Et justement, on va en reparler tout de suite de tout ça. Merci à vous deux donc, pour cette petite introduction. Je précise aussi à notre audience que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va en prendre quelques-unes à la fin de la session, évidemment, en fonction du temps qu'il nous restera. J'ai vu qu'il y avait un petit espace Q&A dans le chat en haut à droite, donc n'hésitez pas à y indiquer vos questions. Alors, hop, je change la petite présentation. C'est parti. Comment amener le sujet du risque cyber de vos fournisseurs auprès de vos équipes dirigeantes? C'est ce que nous allons voir donc désormais. Odile, vous venez de le dire, vous travaillez dans le secteur bancaire, mais une banque donc qui est assez particulière puisqu'il s'agit de la Caisse des dépôts et donc une banque d'État qui n'est pas encore assujettie à la réglementation DORA, comme vous l'avez dit, mais qui va l'être à partir de janvier 2026. Alors, depuis quand le risque cyber des fournisseurs est-il un sujet à la Caisse des dépôts et comment est-ce qu'il a été amené au COMEX de votre côté? Alors comme, en fait, c'est un sujet qui vient par la partie réglementation, c'est vrai que c'est, plus facile à aborder, il faut bien le reconnaître, au niveau du COMEX. Pour le coup, le régulateur, nous aide, hein, voilà, à aborder le sujet. Néanmoins, le risque fournisseur, c'est un risque qu'on traitait déjà dans le milieu bancaire via ce qu'on appelle les PS2E, hein. C'était quelque chose qui était déjà identifié. Donc les prestataires de services, externes, qui sont essentiels et donc qui sont dits critiques maintenant dans la nouvelle réglementation. Donc c'est un sujet de préoccupation finalement depuis longtemps et c'est quelque chose sur lequel, on a travaillé, évidemment. La nouvelle réglementation DORA, en fait, renforce ce risque de fournisseurs et surtout le nombre de fournisseurs et nous oblige à aller regarder, c'est exactement ce que disait Jérémy, les fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs sans limite finalement. Alors c'est là où ça devient un petit peu compliqué d'ailleurs, mais sans notion de limite, de l'impact. Donc c'est vraiment, il y a 5 piliers, hein, dans DORA, c'est fait sous forme de piliers. Il y a 5 piliers. Ce pilier de gestion du risque fournisseur finalement, c'est celui qui réclame, le plus de travail et le plus d'attention parce que, c'est celui qui nous demande d'aller, très loin en termes de connaissance de nos fournisseurs et donc en fait aussi en termes de protection, hein. Aujourd'hui, les banques ont un niveau de protection qui est quand même, assez élevé parce qu'on a fait des investissements dans les années précédentes et donc ce qu'on redoute, c'est le vecteur d'attaque par le fournisseur du fournisseur le plus petit et qui finalement dans la chaîne, serait ce qu'on appelle, de façon assez désagréable, mais c'est quand même le cas, le maillon faible. Et donc en termes de méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en fait, de façon très classique, hein, on a identifié nos fonctions critiques, donc qu'est-ce qui est vital, hein, pour la Caisse des dépôts? Quels sont les services qu'on doit rendre? Virement bancaire, voilà, les transactions, évidemment, c'est essentiel. En termes de processus, ce sur quoi ça s'appuie et puis après on descend en termes d'application et donc de fournisseurs. Et donc on a fait une approche comme ça top down et ce que j'ai fait valider à mon COMEX, c'est, le niveau des fonctions critiques, les processus effectivement sur lesquels on s'appuie et puis après tout ce qui gère le risque fournisseur finalement ça, c'est aux opérationnels de gérer et donc ce qui est bien avec la nouvelle réglementation, c'est que ça nous, oblige à travailler complètement en transverse au sein de l'établissement public. Et comment est-ce que vous avez amené le sujet au COMEX? Si vous aviez des conseils sur la manière dont vous parlez au COMEX du risque cyber des fournisseurs? Alors, moi je leur parle toujours en termes d'impact.
Et alors c'est la vertu de la crise. Ça met aussi en lumière puisqu'on a été, frappés aussi par la crise Harvest. Alors chez nous, c'était quelque part assez, circonscrit puisque ça correspondait à la gestion des prêts pour les collaborateurs. Donc en fait, le nombre de personnes concernées était quand même assez faible. Mais ça a quand même mis en lumière, ce risque fournisseur et finalement l'impact que ça peut avoir et les conséquences. Et quand on leur parle en termes d'impact, ben, ça parle à tout le monde, en fait. Ça parle aux métiers, ça parle aux achats, ça parle aux comex évidemment et donc ça permet aussi, de mettre en lumière nos actions. Dire voilà comment est-ce qu'on fait et voilà ce qu'on ne pourra pas faire en attendant la résolution complète de l'incident et de la crise. Et bah, c'est la vertu de la crise de faire remonter en fait finalement les sujets, par lesquels on est concerné. Alors, Jérémy, côté Française des Jeux, le sujet, il est assez récent. Vous avez entamé il y a quelques mois une refonte de la stratégie de gestion du risque cyber de vos fournisseurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez abordé de votre côté avec les équipes dirigeantes? Ouais, donc en fait, alors le sujet existe depuis toujours. Ce qu'on fait, c'est effectivement qu'on réécrit un peu la stratégie de gestion de nos fournisseurs. En fait, on a la chance, un peu par le côté réglementaire, hein, comme le mentionne Odile aussi. Nous, on a un côté ISO 27001 et ainsi de suite. Donc, grâce à l'ISO 27001, on a les revues de direction. Dans les revues de direction, on va présenter l'ensemble de nos risques essentiels. Forcément, parmi ceux-là, on a le risque fournisseur, de par l'appréciation de la menace globale, en fait. Puisque, encore une fois, hein, ce que disait Odile, pardon, je vais pas reprendre, mais ça passe forcément par le dit maillon faible. Donc ça, on le met vraiment en lumière et c'est très entendu parce que bah, la presse ne fait que de parler de ça. Encore des millions de fuites de données et ainsi de suite. Donc en fait, on a cette chance-là, je ne sais pas si c'est une chance hein, pour le coup, mais que ce soit très vulgarisé, que ce soit très accessible au grand public et que du coup, bah, de fait, nos comex sont malgré tout sensibilisés parce qu'ils sont victimes à titre personnel aussi de tout ça. On reparle de fuite chez tous les telcos, mais tout le monde a été impacté par ce genre de choses-là. Donc en fait, c'est grâce à l'ISO 27001, nous, qu'on peut aborder le sujet en COMEX et qu'on est entendu. Donc là, il y a une vraie grosse maturité, j'ai envie de dire, de la part des dirigeants. Et puis après, c'est exactement ce que disait Odile aussi, c'est on veut éviter de ne pas parler d'une fuite de données. Ça ne veut rien dire une fuite de données. Qu'est-ce qu'il y a comme Mmh. fuite de données? Bah, OK, les données ont fuité. Par contre, qu'est-ce que ces données vont pouvoir faire dans nos systèmes à partir du moment où elles sont accessibles à des gens qui ne sont pas censés en disposer? Bah, on va penser à tous les scénarios de fraude. On va pouvoir très facilement usurper telle ou telle personne et ça, c'est un vrai impact. Donc c'est d'être en mesure de se dire, OK, il y a 15 millions de comptes clients qui ont fuité de chez, X ou Y. Parmi ces clients-là, vraisemblablement, il y en a X qui jouent à la Française des Jeux. Est-ce que c'est encore les vraies personnes qui jouent? Ou est-ce que quelqu'un a pu se faire passer pour eux, parce qu'il a récupéré une photocopie de la carte d'identité, parce qu'il a récupéré l'adresse, parce qu'il a récupéré les accès à la boîte mail par des leaks et autres? Et finalement, le vrai sujet qu'on a, c'est, est-ce qu'on a encore confiance aux gens avec lesquels on ne parle plus? Et ça, ça c'est le grand sujet, qu'on aborde aujourd'hui et donc on essaie de quantifier cet impact-là. On fait, alors à l'échelle, métier, heu, pour ceux qui vivent dans des SOC, ils vont très bien comprendre ce que je dis, mais on fait du threat hunting, à l'échelle du métier pour aller creuser et se dire: «Bah, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que ça impacte chez nous?» Et du coup, on va pouvoir avoir une vraie quantification financière et ça parle très, très bien. Mmh. Et vous l'avez évoqué tous les 2, ce qui marche très bien, pour sensibiliser les équipes du COMEX, c'est les exemples, de cyberattaques, passées qui ont marqué, les esprits. Est-ce que vous en avez une à partager qui peut également justement faire mouche auprès des équipes, dirigeantes? Vous parliez de celle d'Harvest par exemple, d'Havrest? Bah, ça Jérémy? la dernière en date, mais effectivement on en a eu d'autres. Ce qui,
enfin la crise CrowdStrike aussi, évidemment. Bon, nous on n'était pas concernés, voilà, on avait la chance de pas être impactés. Mais ça, ce sont des événements marquants parce que ça permet en fait, alors effectivement c'est la vertu de la crise, même si c'est fort désagréable, il faut bien le reconnaître, mais ça permet de montrer finalement comment ça, impacte la vraie vie et notre quotidien, et ce qui permet, de mettre en lumière le sujet, et on est tous concernés finalement. Donc voilà, c'est moi si j'en avais une autre à citer, ce serait, ce serait celle de CrowdStrike qui a eu un impact, effectivement, démesuré. Tout à fait. Alors merci à vous 2 hein, pour ces partages d'informations sur la manière dont vous travaillez avec votre, COMEX et une fois qu'on a réussi à les sensibiliser à ce risque, je suppose et on en a déjà on a commencé à en parler, qu'il est nécessaire d'arriver avec une méthodologie solide pour assurer, la gestion de ce risque. Quel est, le plan d'action que vous avez présenté vous, de votre côté, au COMEX, Odile, pour gérer ce risque? Alors, il y a toute une phase donc de référencement des fournisseurs, et après il y a toute la partie contractuelle. Donc, comme, voilà, on gère les projets maintenant à l'aune de la réglementation DORA, hein, même si on n'est pas encore assujetti. C'est au 1er janvier donc prochain, donc c'est demain, hein. On a, représenté un plan où finalement, on s'est mis d'accord sur le fait, et donc ça, ils étaient effectivement ça a nécessité validation, que, le processus achat allait être enrichi. C'est-à-dire que voilà, on allait mettre, des clausiers contractuels et on allait renégocier des contrats avec nos fournisseurs, parce qu'il y a des contrats qui sont quand même, assez impactants, et que dedans on remettrait des nouvelles clauses, dont des clauses de gestion des sauvegardes, recovery, voilà, que ça allait être, vraiment quelque chose qu'on allait faire et qu'on allait le faire au fil de l'eau. La réglementation, on y est assujetti au 1er janvier, mais clairement, on peut pas renégocier tous ces contrats, pour le 1er janvier, on en a trop. Donc ce qu'on a négocié, c'est on le fait à la période du renouvellement des contrats que nous avons avec nos fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose déjà, voilà, où ils sont au courant. Donc enfin moi, je suis assujettie, la Caisse des dépôts est assujettie au code des marchés publics, et le code des marchés publics nous oblige, voilà, on a des contrats qui peuvent durer jusqu'à 4 ans. Alors, on a des contrats annuels renouvelables, mais on a aussi des contrats qui peuvent aller, jusqu'à 4 ans. Donc on a un plan de marche pour cette mise en conformité, donc pareil, hein, toujours à l'aune du réglementaire. On a un plan de marche qui nous emmène sur 3 ans. Donc forcément, je devais faire valider qu'on ne serait pas complètement conforme à DORA tout de suite, mais que voilà, on prenait les actions et que ce serait quelque chose, de progressif. Donc on a beaucoup travaillé avec la partie achat, et ce qu'on leur a présenté aussi, c'est, voilà, une refonte, à terme du SI achat pour, finalement avoir des bases de données qui soient toutes, pas forcément centralisées, mais en tout cas interconnectées, avec, une refonte pour moderniser aussi, et avoir toutes les infos complémentaires, en particulier sur le fait qu'on gère le risque du fournisseur, mais comme l'a dit Jérémy, rang 1, et après ça peut aller jusqu'au rang 3 ou 4. Et là, ça devient quand même, il faut bien le reconnaître, assez compliqué. Et donc à un certain moment, on est obligé aussi d'accepter le risque, et C'est ça, elle se fait à ce niveau-là, en fait. très, très bonne transition puisque Jérémy, il me semble que vous fonctionnez de la même manière, à la différence près que vous avez, décidé de vous limiter à un certain nombre de fournisseurs, dits critiques. Pourquoi c'est important pour vous de vous concentrer justement sur, un nombre, limité de risques, critiques? Ouais, alors c'est exactement la même approche et nous on est parti, enfin on part là sur une approche, pyramidale donc avec les fournisseurs les plus critiques au métier, vraiment, tout en haut et ceux sur lesquels on va être en mesure d'aller, faire des audits, hein, c'est ça Mmh. aussi qu'on va faire quand on va évaluer nos fournisseurs. C'est, de s'assurer qu'ils font bien ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire et que c'est bien sous contrôle et en fait ça, on est quand même soumis à une capacité à faire. On peut pas, aller auditer tous nos fournisseurs et tous les ans et de façon sereine. Donc on est en train de mettre en place un cycle pour faire ça. Donc nous, on part plutôt sur un cycle sur 5 ans. Quelle est notre capacité à auditer, des fournisseurs par an, en tout cas des fournisseurs critiques par an? Heu, Aujourd'hui, l'état de nos bras, c'est 4 ou 5. Donc on limite de fait nos fournisseurs les plus critiques à ce haut de la pyramide d'une vingtaine, 25 grands fournisseurs. Il y en a qu'on sait qu'on ne pourra pas aller les auditer. Vous avez bien en tête à peu près ceux que j'ai
auxquels je pense. Ceux-là, on va pas pouvoir aller les voir, donc du coup, ils ont plein de preuves de certification, donc on les met sur le côté. Ça nous permet d'aller voir les autres, en revanche, et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire quelle est notre capacité à faire, quels sont nos fournisseurs critiques, et finalement, à un moment donné, et c'était une réflexion qu'on avait eue au sein de l'équipe, c'est bah, quels sont les facteurs qui font qu'on va sortir un fournisseur critique pour en faire rentrer un autre? Parce que l'idée, c'est de pas, avoir un puits sans fin et on va, les accumuler, et ainsi de suite. C'est de se dire vraiment, bah, lui, on le descend de rang de criticité et donc on va pas l'équiper comme on va équiper, un Mmh. top critique. En fait, c'est vraiment ça notre stratégie, c'est de se dire: «On a la pyramide». Il y en a certains, ça va être un questionnaire de maturité, d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle des questionnaires de maturité parce que je pense que c'est aussi pénible pour les gens qui les reçoivent que pour les gens qui les Mmh. produisent, qui peuvent les dépouiller. Mais donc voilà, les moins importants, ça va être un questionnaire de maturité et puis après on va remonter, en s'appuyant nous sur les 4 piliers, hein, pénétration, maturité, dépendance, confiance. On travaille effectivement avec nos services achats aussi pour revoir tout le closier juridique et contractuel et la CNIL nous aide là, parce qu'ils Oui. ils ont annoncé, des choses il y a très, très récemment, et grâce à ça, bah, nous, ça va, nous permettre aussi au sein de l'entreprise, et notamment auprès des services achats, de se dire: «Il faut qu'on revoie les clauses, de tel ou tel fournisseur parce que dans notre cartographie, bah, niveau passe, on était un peu passé à côté parce que c'est un vieux contrat et il faut qu'on le remette à jour parce que ça nous est demandé maintenant par les autorités». Donc c'est l'approche qu'on a. Et Odile, vous avez aussi eu des demandes de la part du COMEX pour organiser des exercices de gestion de crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important pour eux et comment est-ce que ça a changé leur perception du risque? Alors en fait, la première fois qu'ils nous ont demandé d'organiser un exercice de gestion de crise, c'était il y a 4 ans maintenant, exercice, sur table parce que, le DG nous a dit: «Mais en fait, on parle beaucoup de cyberattaques, mais moi je me rends pas compte de ce qu'il faudra que je fasse, comment réagir. Je ne sais pas si je saurais faire, en fait». Alors j'ai trouvé ça, voilà, extrêmement humble en termes de position et assez intéressant en termes de prospective et donc effectivement, c'était leur demande d'essayer de comprendre, quels pourraient être les impacts et comment réagir et voilà, donc on leur a fait faire un exercice sur table et puis l'année d'après, on a fait intervenir d'autres collaborateurs et aujourd'hui, on fait effectivement régulièrement des exercices de gestion de crise, mais comme c'est fait dans beaucoup d'entreprises, avec, alors le COMEX joue ou pas, ça dépend un petit peu, hein, de l'agenda du moment, de la thématique du moment. Là, on en prépare un où effectivement ils seront informés, ils vont pas être joueurs. Mais voilà, c'était à leur demande vraiment et c'est ça qui était intéressant parce que du coup, ils étaient motivés, et ils se sont pris au jeu pendant 2 heures de, voilà, réagir, appeler des journalistes, faire des conférences de presse, et évidemment essayer de gérer la crise aussi et donc ça c'est, en termes de démarche, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça montre bien que c'est un sujet de préoccupation parce qu'en fait, aujourd'hui dans les risques opérationnels, je crois que le risque cyber, c'est le risque numéro un dans les banques. Et alors une fois que les fournisseurs ont été identifiés, le risque quantifié, comme on l'a vu tout à l'heure, vous assurez tous les 2 donc un monitoring en continu, notamment via des tests d'audit, des tests de PCA, et comment est-ce que vous impliquez le COMEX dans ce suivi également? Jérémy, peut-être? Via la fameuse revue de direction, SMSI, encore une fois, ça nous aide, une nouvelle fois, énormément, et en fait, l'avantage, c'est que ça nous permet on sort les bons points, les mauvais points et comme au COMEX, on a les métiers, ça nous permet de dire: «Bah, attention avec tel ou tel fournisseur, on a un vrai sujet, heu et et il faut qu'on retravaille», bah, tout de suite, ils le voient et surtout eux, à la différence de moi, aujourd'hui, parce que ça fait pas assez longtemps que je suis dans mon poste, ils sont vraiment en capacité de mesurer l'impact. On a un fournisseur qui fournit tel ou tel service. Si lui, il tombe demain pour une cyberattaque, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Lui, il sait à quoi ça correspond exactement. Quel est son impact sur le Mmh. métier? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème par rapport à mes points de vente, partenaires détaillants? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème par rapport à l'impression de mes tickets et ainsi de suite? Et ils savent se dire: «Bah, OK, bah, je peux tenir tant de temps, ou j'ai un process de réversibilité, ou j'ai mon plan de continuité d'activité qui va s'activer et je sais que, bah, pendant un mois, 2 mois, ils peuvent être dans le noir. Je vais survivre ou pas». C'est le surtout ou pas qui nous intéresse nous parce que, bah, c'est là où on va pouvoir lancer les plans d'action.
Odile, de votre côté, votre COMEX a l'air particulièrement sensibilisé aux risques cyber, mais est-ce que vous les embarquez aussi dans toute la suite du processus, dans le monitoring, dans les tests? Alors, en fait, tous les ans, on présente à ce qu'on appelle un comité d'audit des risques, un fameux CAR, voilà, qui passe, au COMEX et qui va aussi à la commission de surveillance, parce que la Caisse des dépôts n'a pas un conseil d'administration, mais une commission de surveillance. Et cette, commission de surveillance, en fait, c'est des parlementaires. Donc c'est des députés et des sénateurs. Et on leur présente, 1 fois par an, en fait, l'état de la menace et comment, nous, par rapport à une cartographie des risques, qu'on a établie, comment, on réduit ce risque et les mesures associées. Et donc, effectivement, on avait fait, voilà, analyser nos scénarios de risque. Nos 3 risques majeurs, hein, c'est rien de très original, hein. C'est évidemment le ransomware avec, perte totale ou partielle du SI, et donc là, le vecteur d'attaque via la supply chain, intervient. Tout ce qui est fuite de données, donc là encore, ça intervient, et puis le DDoS, bon, ça qui est un peu traité à part. Mais, donc, c'est des choses qu'ils connaissent. Ce sont des scénarios de menaces qu'ils connaissent, et ils savent que, voilà, nos mesures, elles sont par rapport à ces scénarios de risque principaux. On en a d'autres, hein, évidemment. Et pour finir, quel serait le conseil à retenir pour un CISO qui n'a pas la chance, comme vous, d'avoir un COMEX aussi réceptif à ce type de sujet, ou pour qui le risque cyber n'est pas encore une priorité? Jérémy, peut-être? Je pense qu'il faut juste leur dire d'ouvrir les échos, hein. Les COMEX, c'est quelque chose qu'ils lisent et tous les matins, malheureusement, on a quelque Ouais. chose de nouveau qui sort. Donc, ouais, c'est assez simple en fait. Enfin, c'est assez simple. Non. Il faut réussir à vulgariser ce qui est en train de se passer, ou en tout cas vulgariser la menace pour les conscientiser sur le fait que, quoi qu'il en soit, un de leurs fournisseurs va se faire taper et qu'il faut tout de suite se préparer. Et après, c'est pas exclusivement le métier du CISO, mais il y a toute la partie business impact analysis, plan de continuité d'activité, et ainsi de suite, qu'ils aient vraiment pensé ça côté métier, et ça, en passant par les scénarios de menace. Mmh. Odile, pour compléter? Bah, je pense qu'effectivement, enfin, Jérémy, je te rejoins. Pour moi, c'est aussi parler effectivement en termes d'impact, quantification, alors financière quand on peut, et surtout, bien leur montrer finalement que, la cybersécurité, c'est vraiment transversal. Et en fait, si jamais on a un impact via un fournisseur, dans l'entreprise, on sera tous concernés. Moi, la réglementation DORA, c'est vrai que j'aime bien cet aspect de résilience opérationnelle. Ça veut bien dire que tout le monde est concerné, les métiers, le COMEX, les collaborateurs. C'est plus, on est au-delà de la cyber-résilience, qui évidemment rentre en jeu, mais la cyber-résilience, c'était un petit peu notre job, en fait, en tant que directeur cybersécurité. Tandis que maintenant, ça devient l'affaire finalement de tout le monde. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérémy, Odile, d'avoir partagé vos précieux conseils pour amener le sujet du risque cyber des fournisseurs auprès du COMEX d'une entreprise. On retient donc qu'il ne suffit pas de parler cybersécurité, il faut aussi parler donc d'impact business, de continuité, de chiffres pour embarquer les dirigeants. En gros, il faut apprendre à parler le même langage qu'eux et garder le jargon technique côté équipe cyber. Et bien sûr, arriver avec un plan d'action clair qui embarque le dirigeant sur toute la durée. Je pense que c'est le moment de prendre quelques questions. Si vous ouvrez le chat, je pense qu'on peut aller les découvrir. Je vois une question de Daniel. Quel est votre coût réel de la gestion des risques fournisseurs? Combien d'équivalents d'employés à plein temps? Quel coût financier? On peut prendre celle-là pour commencer. Jérémy, Odile? J'ai pas de coût. J'ai 2 personnes qui font ça. Alors pas à plein temps. À plein temps, c'est plus 1 et demi, ouais, 1 personne à plein temps aujourd'hui, côté, de mon côté. En tout cas sur le volume de la loterie, hein, je suis vraiment sur la côté loterie, côté FDJ. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce dont on dispose aujourd'hui.
Alors moi, c'est pareil, j'ai pas vraiment en termes de coûts. Là, on veut, effectivement avoir un outil de gestion, mais au niveau, gouvernance, hein, du SIachat, donc du risque fournisseur, hein, puisqu'il y a des outils maintenant qui proposent ça, et au-delà de l'outillage, il faut des personnes pour s'en occuper. Donc voilà, en général, c'est réparti sur la partie juridique. Enfin, c'est plutôt une part du travail des personnes de l'équipe, soit chez moi, soit chez les juristes, soit au niveau achat. Donc c'est pas on l'a pas évalué en tant que tel, en fait. Alors, je vois une autre question de Sylvain. On n'a pas évoqué le pilotage des risques IT et la contribution cyber à ces risques, OP ou de non-conformité ou les deux, ni la répartition LED1, 2, 3. À quel point c'est important dans vos organisations respectives? Alors chez moi, c'est hyper important puisque, en fait, on s'est réorganisé, pour être conforme à la réglementation et moi je suis directrice cybersécurité, mais en fait mon rôle dans l'entreprise, c'est la maîtrise des risques IT et cyber. Donc effectivement, je m'inscris tout à fait dans ce qui est dit, et donc la contribution de chaque ligne de défense est évidemment clé et moi j'ai des personnes, maintenant dans mon équipe, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, qui font du contrôle permanent, donc du contrôle niveau 2, donc seconde ligne de défense, sur la partie IT. Et donc c'est un pan important parce qu'effectivement, dans la réglementation DORA, en fait, on a 3 cas qui sont évoqués: la cyberattaque, la panne informatique, donc là, c'est complètement la partie IT et le vol de données. Et donc c'est pour couvrir ces risques-là. Et enfin, dernière question de Quentin, quid du risque cyberhumain dans la gestion du TPRM? Peut-être Jérémy pour finir. Il est compliqué celui-là. Il est compliqué celui-là parce que le risque humain, quand on va parler à des tiers, on va leur faire les formulaires enfin, les sessions de formation obligatoires, la sensibilisation et ainsi de suite. On va leur faire signer des chartes de bon usage aussi des moyens informatiques pour accéder à nos systèmes d'information et autres. Après, le risque humain reste humain, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, hein. C'est ça aussi la difficulté. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment très malveillant et qui va, Mmh. quoi qu'il en soit, vouloir nous faire mal. Ou ça peut être quelqu'un qui, même s'il a fait toutes les sensibilisations du monde, va rester un happy clicker, cliquer sur le phishing, donner ses creds et puis on va se faire avoir comme ça. Donc, il fait partie des risques, et ceux-là, malheureusement, on ne peut pas les éliminer parce que c'est grâce à ces gens-là que ça fonctionne aussi, hein. Ouais. Alors, je vois deux dernières questions. Une de Daniel. Avez-vous ajouté ou confirmé des outils spécifiques pour gérer les risques fournisseurs suite aux changements récents? Alors nous, on fait des POC, voilà, des proof of concept pour le moment. On expérimente pas mal d'outils, beaucoup d'IA. Jérémy a évoqué aussi, les questionnaires, hein, sécurité. Donc voilà, pour essayer d'analyser, plus en profondeur les questionnaires, sécurité. Pas forcément plus vite, mais plus en profondeur en tout cas. Pour le moment, on n'a pas confirmé encore d'outils. Non, de notre côté, on est plutôt dans la partie expérimentation. C'est assez récent en fait, cette partie-là. Et une dernière question de Benoît. Merci, Odile. Vous avez évoqué les certifications de vos fournisseurs. J'imagine que vous pensez aux ISO 27000 et SOC 2. Sont-elles suffisantes pour confirmer la maturité du fournisseur? Ce sera la dernière question, je pense. Suffisante, non. Nécessaire, oui. Pour certaines de nos activités, on n'a juste pas le choix, en fait, que d'avoir des fournisseurs qui sont certifiés. Est-ce que ça veut dire que tout est bien fait? C'est un niveau de confiance en plus qu'on peut avoir en se disant qu'il y a un tiers qui est venu évaluer. Après, il est venu évaluer ce qu'on a bien voulu lui montrer aussi. Donc, c'est à la qualité de l'auditeur qu'on va se référer là-dessus. Euh, mais c'est un pan de confiance malgré tout parce que, en tout cas, ça vient sanctionner le fait qu'il y ait des mesures qui soient mises en œuvre. Et ça, c'est déjà un point positif. Alors, il y a une toute dernière question qui vient de s'ajouter, on va la prendre. C'est de Imad. Intégrez-vous le volet cybersécurité dans vos critères d'évaluation des fournisseurs? Si oui, pourriez-vous partager la manière dont vous le mettez en œuvre selon votre expérience?
Alors nous, oui, on l'intègre. En fait, chaque fois qu'on passe qu'on fait un appel d'offres, il y a un questionnaire de sécurité à remplir. En fait, on en a 2, hein, selon le niveau de sensibilité des données. Et donc ça fait partie, de l'analyse de risque. À la Caisse des dépôts, c'est une analyse de risque, enfin un applicatif, une analyse de risque. Et donc ça fait complètement partie, l'hébergement des données, les mesures de sécurité mises en place, voilà, selon ce qu'on manipule. Si on a j'allais dire du tout venant, donc du C1, C2 ou de la partie, confidentielle secrète, là, on n'est pas sur les mêmes mesures de sécurité. Les analyses de risque, c'est pas exactement les mêmes. Donc on l'intègre dans l'analyse de risque. Après, on n'a pas un droit de veto mais par contre, on peut émettre des avis défavorables. Et dans ce cas-là, soit on retravaille avec les fournisseurs qui sont sélectionnés, soit, voilà, le métier nous suit et dit: «Bah non, du coup, je vais pas aller vers ce fournisseur-là». Mais effectivement, oui, on le fait. C'est exactement pareil. Parfait. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous 2 d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et surtout, je vous invite